Merci, Monsieur le Président. Nous allons voter contre ces amendements de déconnexion généralisée qui caractérisent bien la psychologie de l'extrême gauche. Alors, vous pouvez rouler sans assurance, vous pouvez rouler sans permis, vous pouvez fumer des joints, il faut libérer les détenus. En fait, c'est la bordélisation généralisée avec l'extrême gauche. Donc en fait, dans ce pays, il y a des règles. OK ? Et en fait, une certaine catégorie de population n'est pas stigmatisée. Vous racontez absolument n'importe quoi. Donc maintenant, prenons l'inverse. Et si c'est une famille ouvrière qui est victime d'un accident dont le conducteur n'est pas assuré, qui paye alors? Qui va payer? Et à chaque fois, vous insultez les policiers vous insultez les policiers du matin au soir. Allez apprendre la vraie vie. Allez apprendre la vraie vie. Et allez tourner un peu avec les policiers et regardez ce qu'ils font. Vous savez, la plupart, ce sont des policiers qui sont extrêmement responsables et qui se mettent à la place des personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens pour payer les amendes, etc. Et vous êtes parfaitement conscient de cela. Imaginez un conducteur commet 3 infractions au code de la route. Est-ce que les policiers verbalisent 3 infractions au code de la route? Non, c'est pas vrai, mais vous êtes complètement déconnectés. C'est pas comme ça marche. Donc allez tourner avec les policiers et dans ce cas-là, vous nous direz comment ça marche. Mais en tout cas... Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le harcèlement à l'amende dans les quartiers populaires contre la jeunesse racialisée, ça suffit. Vous nous parlez du rapport de la Cour des comptes, nous on vous parle du rapport du Défenseur des droits. Parce que en fait, l'utilisation des AFD et du contrôle au faciès, parce que bien souvent dans la pratique ça va de pair, finalement ces pratiques ont été très bien étudiées. Il s'agit finalement d'une gestion de l'espace public dont l'objectif est l'éviction des indésirables. Comme ça se dit visiblement dans la police. Et ces indésirables, c'est les jeunes entre 12, 13, 14, jusqu'à 20 ans, voilà, et qui vont être harcelés à coups d'AFD, AFD sur AFD. Vous avez des adolescents à peine majeurs qui déjà ont plus de 30 000 € de dette d'amende. Alors évidemment, ce qu'il faudrait, c'est une amnistie complète d'ailleurs. Il faudrait par ailleurs en finir avec le contrôle d'identité au faciès. Mais à travers cet amendement, nous demandons au moins de reconnaître le droit de fractionner le paiement de son amende sur le délai qu'elle choisit, de suspendre les mesures d'exécution de l'amende pendant la période de fractionnement et d'empêcher qu'en cas de décès, la personne condamnée au cours de cette période se trouve avec une dette transmise à ses héritiers. Il me semble... Une nouvelle fois, Monsieur le Président, je comprends pas. Je comprends pas. Mais non, mais le Rassemblement national, il raconte la même chose que le gouvernement, ouais, et inversement. Et le gouvernement, là, parce que non, ça irait trop loin. Moi, je dis, on suivait votre logique, faut y aller, Monsieur le Ministre, parce qu'en général, quand vous dites non, 2 ans plus tard, vous faites une loi pour reprendre ce que le Rassemblement national a dit 2 ans plus tôt. C'est quand même ça qui se passe, malheureusement, depuis 2017. Il faut le dire, quand ils expliquent qu'ils ont une victoire idéologique sur vous, bah malheureusement, ils ont raison. C'est ça, la vérité. C'est qu'en plus, en réalité, quand vous augmentez les peines comme vous l'avez fait là ou comme le propose le Rassemblement national, à la fin, vous avez des comportements de gens qui se disent « Ouais, bah de toute façon, je risque quoi? Je risque de me faire tirer dessus, je risque de me prendre 3 ou 4 ans de prison, juste parce que j'ai pas soufflé dans le ballon, je sais pas quoi, autant que je me barre. » Et en fait, ça génère des comportements dangereux. Vous générez des comportements dangereux. Merci, Monsieur le Président. On entend quand même des choses très graves dans cet hémicycle. Je ne reviens pas sur la qualification de permis de tuer en permanence qui est utilisée par nos collègues d'extrême gauche, mais quand on les écoute sur ces refus d'obtempérer, il y a une chose qui ne les dérange jamais, c'est le permis de tuer les forces de l'ordre. Qu'un policier, qu'un gendarme se fasse foncer dessus par un véhicule à 100 à l'heure, Monsieur Porte, ça le fait marrer. On s'en fout. Bah franchement, ça là-dessus, parce que c'est bien beau, hein, les esclandres. On a vu le comportement de l'extrême gauche mardi dans l'hémicycle, on a vu le comportement de leurs amis. Par contre, les policiers, les gendarmes, les fonctionnaires, celles et ceux qui se lèvent le matin, qui assurent la sécurité des Français, alors là, qu'ils se fassent foncer dessus par un véhicule, c'est un petit détail. S'il y a des blessés, comme l'a rappelé notre collègue Croisier, c'est un détail. S'il y a un mort, dommage. Jamais un mot dans l'hémicycle, jamais une question au gouvernement sur ces questions-là. Et moi, ça me rappelle le débat que j'ai eu avec M. Coulombe il y a 15 jours en commission sur les rodéos urbains. M. Croisier s'en souvient, comme ça faisait marrer M. Coulombe, les rodéos urbains, c'était des courses comparables aux courses sur les hippodromes. Il y a une dame qui est morte.
samedi, à Orange, parce que vous aimez bien rappeler les faits divers, que ça vous arrange. Il y a une dame qui est morte à Orange. J'aurais bien aimé entendre des propos vis-à-vis de la victime, vis-à-vis des familles de la victime, de cette dame qui est morte à Orange, parce que quelqu'un a trouvé marrant de faire un rodéo urbain. Eh ben non, c'est pas marrant, parce qu'il y a des gens qui en meurent. Monsieur le Président, c'est simplement pour répondre à cette accusation très, très grave. Pardon, mais non, si, je considère que c'est une accusation de considérer qu'on ne s'intéresse pas aux causes des refus d'obtempérer. Et Monsieur Porte, franchement, si vous pensez qu'avec la loi qui a été votée et qui j'espère sera confirmée au Sénat, qui crée une présomption d'usage légitime des forces, si vous pensez que de ce fait, les gens ne vont pas s'arrêter parce qu'ils ont peur d'être tués par des policiers, franchement, quel mépris vis-à-vis des policiers, quel mépris vis-à-vis des policiers. Les causes des refus d'obtempérer, monsieur le député, mais on les connaît. Systématiquement, il y a un refus d'obtempérer parce qu'il y a une conduite sans permis, parce qu'il y a un défaut d'assurance, parce qu'on transporte des stupes, parce qu'on est sans l'emprise de stupes, parce qu'on est sous l'emprise d'alcoolémie. On ne commet pas un refus d'obtempérer parce qu'on a peur de la police et des gendarmes. Mais arrêtez, soyez lucides un peu. Soyez lucides. Qui a peur des gendarmes et des policiers? Les délinquants. Merci. J'ai un rappel au règlement. Monsieur Borin. Là-dessus, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, depuis 10 ans que vous êtes aux responsabilités, quelles mesures avez-vous prises pour vraiment défendre les policiers et les gendarmes? Moi, je vais vous le dire, aucune. Absolument aucune. On défend au Rassemblement national les peines planchées quand on agresse des policiers et des gendarmes. Vous vous y opposez systématiquement. Systématiquement, vous y opposez. Donc c'est bien de défendre les policiers et les gendarmes. Mais en fait, comme dans tous les pays du monde, quand on s'attaque à des policiers, la réponse doit être ferme. Dans tous les pays où j'ai eu l'occasion de faire la coopération internationale, c'est ce qui se produit, sauf en France. Donc c'est la raison pour laquelle nous insistons pour établir les peines minimales quand on agresse un policier, un gendarme, un pompier et tous ceux qui servent l'État. Maintenant, en ce qui concerne les refus d'obtempérer, l'utilisation de l'arme, on est fiers au Rassemblement national parce que c'est une victoire idéologique, la présomption de légitime défense. Et nous l'avions proposé lors de notre niche parlementaire en 2022 et les macronistes y étaient opposés. Et là aujourd'hui, vous dites effectivement, il y a un sujet, donc on va voter la présomption de légitime défense. Donc merci. Merci Madame la Présidente. Non, le constat, il est qu'aujourd'hui, la sanction est non seulement faible, mais elle est facultative. Et non, Madame Martin, ce n'est pas parce que nous ne faisons pas confiance aux forces de l'ordre, bien au contraire. Mais ne soyez pas naïfs. Les forces de l'ordre eux-mêmes réclament cette mesure pour une raison simple, c'est que parfois ils ont des consignes. Ils ont la consigne de ne pas forcément saisir immédiatement le véhicule parce que nos forces de l'ordre manquent de moyens à la fois humains et matériels. Et bien souvent, leur hiérarchie leur demande de faire l'impasse sur certains points, faute de temps notamment. Donc c'est important que de voter cet amendement. Je rappellerai par ailleurs que la non-assurance représente un coût important qui pèse sur l'ensemble des assurés via une contribution qui alimente le fonds de garantie des assurances obligatoires qui a versé 123 millions d'euros aux victimes blessées et proches de victimes décédées en 2024. Je rajouterai également que le nombre de délits pour défaut d'assurance continue de progresser. En 2014, 216 personnes ont trouvé la mort dans un accident impliquant un véhicule non assuré. Et le collègue le rappelait également tout à l'heure, 680 000 personnes circuleraient en France sans assurance. C'est une réalité et il ne faut pas fermer les yeux. Et c'est déjà ce que font certains préfets. J'ai au moins 4 cas qui m'ont été transmis par l'avocat de l'Association nationale des supporters. 4 cas que je partage avec vous. Un premier cas dans lequel un père divorcé, qui avait la garde de son fils un week-end, était assigné à résidence puisqu'il devait pointer au commissariat tout le week-end et qu'il ne pouvait pas emmener son fils en vacances. Un deuxième cas d'un infirmier de nuit qui est père de 4 enfants et dont la femme est enceinte de 8 mois et qui se retrouve à devoir pointer au commissariat pendant toute une journée alors que sa femme, qui est évidemment en fin de grossesse, doit s'occuper des 4 enfants. Un autre cas encore où on a un père de famille qui demande s'il peut prendre des billets et pointer à la gendarmerie de son lieu de villégiature et non pas au commissariat de sa ville. De toute façon, il ne serait pas au stade, c'est une évidence. On lui dit d'abord de prendre ses billets et de les présenter, et lorsqu'il les a pris, on lui dit qu'il ne peut pas partir en vacances parce qu'il n'a pas demandé l'autorisation de la préfecture. Dans tous ces cas,
il y a eu des recours administratifs qui ont été présentés auprès du tribunal administratif. Toujours, les tribunaux administratifs ont annulé les obligations de pointage qui ont été faites. Trop tard. Trop tard parce qu'elles avaient eu lieu. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, sans aucune surprise, la gauche, encore une fois, vient prendre la défense des squatteurs et vient expliquer qu'il est tout à fait normal d'aller squatter la propriété d'autrui, que ce soit pour la résidence principale, la résidence secondaire, les Airbnb, peu importe, à chaque fois que nous débattons de cette question, vous nous expliquez que nous sommes des grands méchants parce que nous voulons faire respecter la propriété, qui est un élément fondamental de notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous n'aimez pas la propriété privée, ça on le savait. Monsieur le ministre l'a dit, on a un amendement, un article qui va permettre juste d'étendre la procédure à un cas qui n'était pas pris en compte, qui était le cas de squatteurs de Airbnb qui se sont introduits de façon licite parce qu'ils avaient un contrat, mais se maintiennent de façon illicite. Et même ça, vous n'en voulez pas parce que vous voulez à nouveau que des gens puissent utiliser des locations pour pouvoir se maintenir dans les lieux. Accueillez les squatteurs chez vous, chers collègues. Vous êtes pleins de bon esprit, de bonnes âmes. Ouvrez-leur la porte de votre domicile, accueillez-les dans votre canapé et manifestement, vous mettrez en concordance vos propos sur l'amour des squatteurs et de l'autre côté, vos actes réels dans la vie concrète. Merci Madame la Présidente, on s'opposera à ces amendements de suppression. Un rappel au règlement, Monsieur Porte. Merci, Monsieur le Président. Sur la base de l'article 70, alinéa 2, mise en cause personnelle, Monsieur Boucard, je ne peux pas vous permettre de dire que moi-même ou mes collègues sourions quand des policiers sont tués. Nous condamnons toutes les victimes, qu'il s'agisse des policiers, des gendarmes, qu'il s'agisse des victimes de refus d'obtempérer. Mais il y a une différence entre votre camp politique et le mien. C'est que nous condamnons toutes les victimes. Vous organisez des meurtres commis par la police. Ça, c'est la différence entre vous et moi ici. Merci, Monsieur le député. Dans ce genre de circonstances, mais ce qui m'interpelle, c'est sur l'amendement qui est maintenu, en réalité, sur le fait que j'avais bien compris que le Rassemblement national avait vraiment focalisé sur les étrangers, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un délit, il s'assure qu'il y ait une peine complémentaire d'interdiction d'être sur le territoire, mais je n'avais pas encore vu que la contamination allait jusqu'aux Républicains qui finalement reprennent ce type d'amendement qui confine au racisme et à la xénophobie, puisque, encore une fois, c'est déjà prévu dans le code pénal, donc franchement, le remettre à toutes les sauces comme ça devient limite pathologique. Hein. Croisier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, jamais je ne laisserai la France insoumise délivrer sa haine pour la police dans l'hémicycle sans réagir. Jamais je ne laisserai dire que les policiers sont là pour matraquer la population, pour gazer la population. C'est une honte. Vous devriez leur présenter vos excuses. Je voudrais, moi, saluer ici l'engagement de nos forces de l'ordre, saluer la raison pour laquelle ils sont tous les jours dans nos rues pour protéger la population, pour protéger nos biens, pour assurer notre sécurité, pour assurer la sécurité des Français, souvent au péril de leur vie. Le groupe démocrate leur apporte son soutien et sa profonde reconnaissance. Le député, Madame Torigna. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais interpeller Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre de l'Intérieur, est-ce que pour faire plaisir à nos collègues de la France Insoumise, vous seriez prêt à mettre en place des circuits motorisés légaux sur lesquels on pourrait pratiquer les free parties? Et bien sûr, pour leur faire plaisir totalement, il faudrait y adjoindre des salles de foot. Monsieur le ministre. Je vous rappelle quand même que les drones, l'usage des drones a été validé par le Conseil constitutionnel en son temps. Donc, puisque tout à l'heure, vous me faisiez une petite leçon sur les grands organismes, ça a été validé par le Conseil constitutionnel, que c'est utilisé sans dispositif de croisement avec des fichiers, sans recours facial concrètement au fantasme qui peut être les vôtres parfois, jamais, et ça vise à prévenir des troubles à l'ordre public. Et je veux simplement vous dire quelque chose. Vous êtes tellement en défiance de l'utilisation des drones qu'en commission, vous avez fait adopter un amendement qui interdit l'utilisation des drones dans les manifestations dès lors qu'elles portent sur un objet
de manifestations revendicatives, de liberté d'expression. Alors même que les policiers utilisent les drones pour permettre aux organisations syndicales, aux formations politiques de manifester, pour vous permettre de manifester. Et vous avez voté cet amendement qu'évidemment on va faire tomber, Mais donc, avis défavorable sur l'amendement que vous proposez. Ce qui est visé, ce n'est pas seulement un comportement, c'est une conception du supporterisme. Les ultras ne se considèrent pas comme de simples consommateurs d'un spectacle. Ils se vivent comme des acteurs de leur club, capables de contester les dirigeants, d'afficher une banderole contre la multipropriété, de s'opposer aux matchs en semaine, comme l'ont fait les supporters du Red Star, ou d'organiser collectivement leurs tribunes. C'est cette autonomie qui dérange, parce que le football business préfère un public docile, prévisible et consommateur. Et votre menace contre les clubs de supporters tout à l'heure n'est pas de bonne aloi, monsieur le ministre. Et demain, sans doute, ne pourrait-on plus avoir des tifos aux couleurs de la Palestine. C'est ça la réalité. Les tribunes sont un espace d'expression, le sport est politique. À force de vouloir faire taire toute contestation au nom de l'ordre, vous ne protégez ni le football, ni les libertés, vous affaiblirez les deux. Et on leur impose cette contrainte qui va pénaliser considérablement leur vie de famille. Ça a été dit, et même, monsieur le ministre, j'ai entendu votre argument, mais même si on peut demander exceptionnellement une dérogation, c'est une contrainte supplémentaire. Donc, à minima, supprimons cette obligation de pointage. Mais surtout, je crois que cet article, en visant les supporters et les associations de supporters, se trompe de combat. Là, ce qu'il faut qu'on arrive à faire collectivement, c'est être beaucoup plus ferme, beaucoup plus sévère sur les rassemblements, les manifestations et la casse en marge des compétitions sportives et lors des célébrations des victoires. Et donc, oui, 100 fois oui pour une loi anti-casseurs. Et je vous ai entendu, j'ai entendu le Premier ministre qui veut avancer sur ce sujet, et c'est heureux. Mais il ne faut pas qu'on se trompe de combat en pénalisant les supporters par cet article 4. L'enjeu, c'est d'avoir enfin une loi anti-casseurs pour frapper les casseurs au portefeuille et faire le distinguo entre les supporters et des casseurs qui souvent n'ont rien à voir avec les supporters, mais qui pénalisent la vie de nombreux riverains et de nombreux commerçants. Donc, il me semble indispensable de ne pas voter cet article 4. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous mentez. C'est pas bien. Parce que vous nous avez dit tout à l'heure qu'après l'adoption de l'amendement de notre collègue Yann Boucard, vous ne pouviez plus faire large, enfin que vous ne pouviez plus faire d'arrêté d'interdiction. Vous pouvez toujours, mais ce que nous avons demandé avec l'arrêté Boucard, avec l'amendement de Yann Boucard, c'est que vous deviez préciser et que ça soit relatif à des personnes qui spécifiquement peuvent provoquer un danger. Nous, c'est ce qu'on demandait, c'est ce qu'on essayait. Enfin non, nous, on aurait préféré carrément supprimer cette disposition qui nous semble excessive. Mais désormais, vous êtes obligé de préciser, de motiver, ce qui est normal quand on défend normalement l'état de droit et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Là, l'amendement spécifique que nous vous proposons d'adopter, c'est celui qui propose la suppression de l'amende forfaitaire délictuelle. Merci Madame la Présidente. Écoutez, deux choses. La première, c'est que la gauche est en train de nous dire il y a des personnes sans domicile fixe dans la rue et donc le squat est une solution vis-à-vis de ce sujet-là. Vous êtes en train de dire, quand on lit vos amendements et quand on écoute vos propos, qui est de dire il y a des personnes SDF et donc il est légitime de squatter. Le squat est un délit et le squat n'est pas une solution au mal logement et n'est pas une solution vis-à-vis des sans domicile fixe. Deuxième élément, Madame la Présidente, la France Insoumise nous fait de grandes leçons de fraternité, de morale et d'émotion. Bien sûr qu'on a de l'émotion, mais je vous retourne une question en toute sincérité, mesdames, messieurs les députés de la France Insoumise. Combien de SDF vous accueillez actuellement chez vous? Combien de SDF, monsieur Boyard, monsieur Léaumont, vous avez actuellement dans votre appartement? Et ce soir, quand vous allez rentrer au chaud chez vous, combien de SDF avez-vous recueilli suite à vos larmes de crocodile que vous êtes en train d'exposer dans cet hémicycle? Là, à ce moment-là, vous nous donnerez des leçons de morale et de fraternité. En attendant, c'est que des mots et des leçons vaines. Alors. Merci Madame la Présidente, c'est pour apporter quelques précisions et pour éclairer le vote. Parce que celles et ceux qui auraient écouté Antoine Léaumont ne savent pas de quoi parle l'amendement de M. Le Fur, parce qu'il apparaît 2 minutes sans jamais citer l'amendement de M. Le Fur, qui vise à étendre les dispositions de l'article 5, par exemple à des gens qui loueraient un appartement avec Airbnb et qui à la fin du bail du contrat de location ne partiraient pas. Voilà de quoi parlait l'amendement de M. Le Fur. Mais je voudrais quand même dire aux collègues insoumis qui applaudissent en permanence, notamment quand on parle de Robespierre.
Plongez-vous dans l'histoire, toute l'histoire, attention. Parce que si un jour, vous êtes plus modéré que Robespierre, il vous arrivera le destin de Danton. Alors en 2026, vous vous retrouvez excommunié chez les écologistes ou chez les socialistes, vous n'êtes pas guillotiné. Mais si M. Mélenchon est président, peut-être qu'il pourrait vous arriver pire. Alors, je vais mettre rappel au règlement, Monsieur Léaumont. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, j'ai quand même du mal à me faire traiter de bourgeois par des députés qui gagnent 6 000 € par mois. Des présidents, dont la présidente de groupe parlementaire voyage en classe affaires et dont le président de parti est multimillionnaire. On peut pas le lundi se plaindre du mal logement, le mardi empêcher que les programmes de logement se fassent au nom de je ne sais quelle idéologie, le mercredi se plaindre de la précarité, le jeudi empêcher les entreprises de pouvoir s'installer, le vendredi se plaindre de l'importation de légumes et de fruits de l'étranger et le samedi empêcher nos agriculteurs de travailler. À un moment donné, la cohérence en politique, c'est important. Merci, monsieur le député. Je vais mettre... Oui, en effet, cet délit d'incitation du squat a eu un effet mortifère. Il a fait augmenter le nombre de personnes à la rue, car les associations qui aidaient à la mise à l'abri de ces personnes se sont retrouvées criminalisées dans leur terme même d'action politique publique envers ces personnes. Et ça, c'est votre responsabilité. Mais la réalité, oui, je le dis sans aucun problème, tant qu'on n'aura pas réglé le problème de logement en France, tant qu'on n'aura pas construit, réquisitionné ce qu'il faut, le squat est une méthode. Et franchement, oui, squatter les multipropriétaires Airbnb, les résidences secondaires des 3% qui possèdent 50% du patrimoine immobilier de ce pays, oui, squattez, mettez-vous à l'abri et survivez. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un double avis défavorable. AFD, la réalité, c'est que vous ne voulez pas prendre le problème en face et vous abandonnez le combat de santé publique concernant les addictions et l'usage et les usagers de drogue parce que vous n'avez pas de courage politique d'assumer un vrai plan qui soit quelque chose qui irait froisser son en face. Je vais vous le prendre, vous, en tant que préfet, sur quelque chose de très précis. Pourquoi la France n'a toujours pas, actuellement au moment où on parle, généralisé les haltes soins addiction alors que toutes les expérimentations sont bonnes? Monsieur le préfet, monsieur le ministre, vous avez été préfet de la halte soins addiction, lors de l'installation de la halte soins addiction à Paris, la salle Gaïa. Vous avez connu des rapports compliqués avec eux, mais au final, eux-mêmes nous disent que ça fonctionne. Voilà, c'est pas le bâton que vous tendez sur les usagers qui va faire réduire le nombre d'usages. Ça ne marchera pas. Et dans 5 ans, quand ce seront les autres en face, ça n'aura fait qu'empirer. Et à chaque fois, ça sera allé, cette fois-ci 500, la prochaine fois 1000. Et pourquoi pas revenir à ce qu'avaient pensé en 1970, l'idée qu'on pouvait aller en tôle parce qu'on était camé. Excusez-moi, c'est pas un objectif, en effet politique, et on peut sortir vers le haut de cette question de santé publique. À savoir pourquoi ils n'ont pas voté l'amendement du Rassemblement national qui vise à rétablir l'article 6, c'est-à-dire mettre des AFD aux consommateurs de stupéfiants. Pourtant, il me semblait que c'était une proposition du président de la République de taper au portefeuille des consommateurs, puisque apparemment la drogue n'est pas festive. Et donc, pourquoi le Bloc central, alors que le ministre de l'Intérieur avait mis un avis favorable, pourquoi le Bloc central ne l'a pas voté ? Peut-être parce qu'ils sont extrêmement divisés. Effectivement, il y a une campagne présidentielle qui arrive. Bon, c'est vrai qu'Emmanuel Macron devient un repoussoir, donc chacun y va un petit peu de sa propre stratégie. Mais là, je vous rappelle juste que cet article 6 avait été supprimé en commission. Surtout, monsieur le député, on n'est pas sur la défense de l'amendement. J'ai parlé de l'amendement, madame la présidente. Moi, je vous ai donné la parole. Ça concerne les AFD. Ça concerne les AFD. Donc, là, pourquoi, en fait, vous avez voté contre, en tout cas, l'amendement du Rassemblement national pour rétablir. Donc, Merci, Madame la Présidente. Alors, chers collègues, regardons la réalité de ce trafic en face. Les trafiquants ne vendent plus seulement à la sauvette aujourd'hui au coin de la rue. Ils ont industrialisé leur business en colonisant l'espace numérique. Donc aujourd'hui, c'est via Snapchat, Telegram, TikTok, simplement de véritables réseaux criminels qui proposent aujourd'hui des services de livraison de bonbonnes à domicile 24 heures sur 24, type Allo Proto. Donc cette bascule numérique change radicalement l'échelle du fléau. Elle permet à ces délinquants de toucher un public de masse composé majoritairement d'adolescents et de mineurs. D'ailleurs, vous les soutenez, tous ces trafiquants, chers collègues en face de moi de la gauche, parce que le ciblage de nos enfants sur Internet aggrave l'infraction. Donc
Merci Madame la Présidente. Une nouvelle fois, un amendement de rétablissement de l'article 8 qui renforce la lutte contre les fraudes à l'immatriculation, notamment les véhicules maquillés utilisés par les réseaux criminels. Et pour en revenir à l'article juste avant, je ne comprends pas, puisque les collègues parlent de la vente illicite en ligne. Vous avez voté contre le rétablissement et ensuite vous déposez des amendements qui visent à lutter contre la vente illicite en ligne. Il y a un moment, en fait, je pense que vous faites la politique politicienne tout simplement parce que ça vient du Rassemblement national. Il y a un moment, il faut être clair. Là-dessus, et puis monsieur le ministre, Pharos, c'est une plateforme aussi qui renseigne, en tout cas énormément d'éléments qui met en danger la vie des personnes. C'est ça Pharos. Et protoxyde d'azote jusqu'à preuve du contraire. Et ça peut avoir malheureusement des conséquences assez graves. La plateforme Pharos, elle sert aussi également à cela. Et pas que la criminalité organisée ou des grosses infractions. Bref, quoi qu'il en soit, il faut rétablir cet article 8. Parce que dit le droit aujourd'hui? Si quelqu'un consomme un produit stupéfiant, il risque une condamnation ou une amende. Si quelqu'un conduit en étant dans l'état d'avoir pris des stupéfiants, là aussi il risque une condamnation, une amende, une source. Donc le droit prévoit déjà des sanctions si vous êtes consommateur de produits stupéfiants. Là, ce que votre amendement propose, c'est de dire en dehors de tout état de conduite. Vous proposez de dire si vous êtes testé positif à un moment dans votre vie, on vous retire votre permis de conduire alors que vous n'étiez pas en train de conduire. Je me dis qu'il y a en France 5 millions de consommateurs de cannabis. Que ce soit pour ou contre, c'est pas le sujet du débat. On n'est pas sur le débat sur la légalisation, c'est pas le sujet. Mais si vous commencez à dire que dès que quelqu'un est positif à un test, vous, par prévention de quelque chose qu'il n'a pas fait, vous allez retirer le permis de conduire parce que peut-être qu'un jour il va conduire sous emprise, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, le refus d'obtempérer n'est pas une simple infraction routière, c'est un acte de défi envers l'autorité de l'État qui met en danger nos forces de l'ordre et l'ensemble des usagers de la route. Aujourd'hui, les sanctions existent, mais elles ne sont pas suffisamment dissuasives. Cet amendement de notre collègue Johan Gillet vise à rendre systématiques les peines complémentaires, annulation du permis de conduire, confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, et lorsque cette confiscation est impossible, une amende équivalente à sa valeur. Le message doit être clair. Celui qui choisit délibérément de fuir les forces de l'ordre doit savoir qu'il s'expose à des conséquences fermes et automatiques. Pour protéger nos policiers, nos gendarmes et nos concitoyens, je vous invite à adopter cet amendement. Je vous remercie. Merci, monsieur Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Voir les écologistes venir au secours de la France insoumise, ça en dit long. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, près de 600 000 automobilistes circuleraient sans permis de conduire. Conduire sans permis, c'est s'affranchir de toute exigence de sécurité. C'est de l'inconscience. Un conducteur sans permis est un danger pour tous, automobilistes, motards, cyclistes, piétons. À cette infraction s'ajoute souvent l'absence d'assurance aggravant encore les risques pour les victimes potentielles. La conduite sans permis constitue un délit puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Le véhicule peut être immobilisé et placé en fourrière à l'appréciation des forces de l'ordre. En pratique, la possibilité de laisser repartir le véhicule avec un autre conducteur titulaire du permis reste possible. Cette tolérance n'est pas acceptable au regard de la gravité de l'infraction. Un tel comportement doit entraîner une sanction immédiate, systématique et exemplaire. Et là, vous allez mettre en place un système un peu Sofinco ou Cofinoga pour que les gens des quartiers populaires, pour la plupart, eh bien, puissent étaler leur remboursement d'amende, vous voyez. Alors ça va les mettre dans des situations où finalement déjà c'est difficile de trouver du travail, comme vous l'a expliqué mon collègue Louis Boyard, où pour 6 millions de demandeurs d'emploi, il y a 400 000 emplois à pourvoir. Eh bien là on va se retrouver avec des gens qui vont être encore plus dans la précarité, pour finir dans l'indigence. Et ça tombe bien, puisque le prédécesseur de M. Darmanin avait prévu la construction de plusieurs milliers de places de prison supplémentaires. Eh bien là, vous avez un dispositif qui va vous permettre in fine de les remplir confortablement. Merci.
merci Madame la Présidente. Alors je suis un petit peu étonné quand même parce que là avec cet amendement de suppression comme on a l'habitude, comme ça a été fait en commission, comme on a d'ailleurs depuis le début du texte jusqu'à la fin du texte riposte. Mais par contre, Monsieur Bernalicis, Monsieur le député, vous dites justement qu'il faut apporter de la prévention, qu'il faut apporter des solutions. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure comme en commission justement. Mais le problème c'est que même quand il y a des amendements pour apporter justement de la prévention auprès des écoles, vous votez contre en commission. Et aujourd'hui, arrêtez cette supercherie justement dans l'hémicycle. Vous dites que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais au lieu de dire que ça ne marche pas, apportez des solutions. Et au lieu de faire des amendements de suppression et des amendements justement pour enlever les amendes, travaillez un petit peu le texte et apporter des solutions dans les amendements plutôt qu'à chaque fois de faire des amendements de suppression. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Bien évidemment, nous sommes contre ces amendements parce que les maires attendent de nous le législateur, que nous votions des outils qui viennent en aide aux maires. Je vous dis cela parce que dans une petite commune de ma circonscription, j'ai été interpellée par un maire qui ne savait plus quoi faire. Depuis 2 ans, il y avait un Airbnb qui était loué. Dans cet Airbnb, il se passait de tout et notamment de la consommation de protoxyde d'azote. Les rues de la commune étaient jonchées de ces bouteilles. Quand on sait effectivement que d'en consommer pendant qu'on conduit peut créer des accidents, c'est presque de la non-assistance en personne en danger. Alors moi, je vous demande en responsabilité de voter ces textes qui sont attendus par les maires parce que j'ai écrit au procureur, j'ai écrit au ministre, j'ai écrit au président de la communauté d'agglomération, j'ai alerté tout le monde parce que la maire était vraiment, avec tout le village qui avait fondé un collectif, était vraiment désemparée. Donc aujourd'hui, je crois que nous devons, pour les maires qui sont dans l'attente de ce texte, non seulement aller contre vos amendements, mais voter tout ce qui va dans la répression du protoxyde d'azote. Je vous remercie. Madame. Nous l'avons dit, évidemment, les drames causés par la consommation de protoxyde d'azote nous semble tellement important que nous souhaiterions que l'interdiction de vente du protoxyde d'azote aux particuliers entre en vigueur le plus rapidement possible. C'est l'objet de cet amendement qui propose de supprimer le report de l'entrée en application de cet article 7 au 1er février 2027. Mais je crois que le ministre nous a répondu tout à l'heure en nous indiquant qu'il y aurait une entrée en vigueur beaucoup plus précoce que ce qui était indiqué dans l'article 7, me semble-t-il, mais il nous le confirmera probablement. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur. Défavorable, Madame la Présidente. Défavorable. Monsieur le ministre. Effectivement, Madame la Présidente, défavorable à l'entrée en vigueur. Voilà, c'est pour ça qu'on prévoit justement de la différer au 1er février, au moment où la réglementation européenne permettra cette interdiction. Donc je suis défavorable. Enfin, je propose même le retrait, sinon rejet. Voilà. Retrait. Le ministre a été un peu plus clair, c'est la vente, la consommation, évidemment le transport, la détention. Enfin, c'est vraiment tout pareil que pour le cannabis. Sauf que l'AFD, là, elle est minorée à 400 €, alors que pour les autres stupéfiants, c'est 200 €, donc ça coûte plus cher le protoxyde d'azote. Bon, pas trop compris la logique, mais je sais pas s'il y a un message en disant surtout prenez tout ce que vous voulez, mais pas le proto. C'est vraiment, en termes de coordination et de cohérence, on voit que tout est fait quand même à l'arrache. Alors, Monsieur le ministre, assez rapidement, c'est pour ça que je vous écoutais d'une seule oreille. En général, j'essaie de faire autre chose en parallèle, c'est-à-dire vérifier ce que vous êtes en train de me dire. Pas évident. Et je suis allé voir le petit clip qui a été fait. 2100 vues. Non, mais c'est bien. Hein. Grosse prévention. Hein. C'est à peu près les stats que je fais sur une de nos vidéos un peu basiques d'échange qu'on a dans l'hémicycle. Et encore que sur d'autres réseaux sociaux. Bon, voilà, va falloir faire mieux, Monsieur le ministre. Le ministre n'a pas... Bon. Je ne comprends pas trop ce que viennent faire les OQTF là-dedans et pourquoi l'usage de protoxyde d'azote devrait être une raison de produire une OQTF et d'organiser l'éloignement de l'OQTF. Mais bon, avec vous, on voit bien que les obsessions racistes sont toujours là, mais plus sérieusement. Il n'y a pas de désaccord de fond général sur l'idée qu'il faut, s'il y a un trafic organisé, de lutter contre celui-ci sur le protoxyde d'azote. Toute la problématique politique que nous avons sur le protoxyde d'azote est que c'est un détournement de circuits illégaux avec des choses qui ne sont pas claires et qu'il faut en effet donner les moyens. On aura un article après, à donner les moyens à Pharos pour pouvoir faire le travail nécessaire.
adapté. En tout cas, ça ne relève pas forcément de dispositions législatives, donc avis défavorable. Monsieur Bernalicis. Non mais en vrai, ça aurait été bien que cet amendement soit adopté sur les peines de stage en disant que c'est pas... Parce que comme c'est pas un stupéfiant officiellement, visage détourné, en fait vous pouvez pas... Imaginons qu'il y ait une vraie procédure pour les consommateurs devant le tribunal. Parce que ce que le ministre dit pas aux collègues socialistes, c'est qu'en fait avec l'AFD, ça sert à rien tout ça quoi. Vu qu'on met une AFD, ça éteint l'action publique. Vous pouvez pas... la peine c'est l'AFD quoi. Et il y aura rien d'autre. Voilà. C'est ça qu'on vous dit ce soir, que n'ose pas vous dire le ministre. Il n'y aura pas de prévention, y compris dans la suite de la répression. Que sur le papier, ce sont des conducteurs qui échappent au contrôle automatisé, des infractions au code de la route commises sans aucune crainte de sanction et parfois des faits bien plus graves. Ce sont aussi les finances de nos collectivités qui en pâtissent, privées de taxes normalement dues sur l'immatriculation de ces véhicules. Sur les 60 millions de véhicules immatriculés au SIV, et les 11 millions de certificats délivrés chaque année, ce sont 250 000 véhicules qui sont frauduleusement immatriculés. Et près de 500 garages fictifs ont ainsi été recensés, portant à 133 000 véhicules immatriculés au nom de ces garages fictifs, parfois d'ailleurs sous couvert d'usurpation d'identité. Et ce n'est pas un phénomène marginal et qu'on peut donc l'ignorer. Et l'article 8 du projet de loi, donc, qui sera rétabli si l'amendement est voté, élargit ainsi le champ du délit aux déclarations mensongères, aujourd'hui limitées aux seules déclarations de cession de véhicules. Voilà, madame.